Voilà, bonjour et bonjour. J'espère que vous allez bien encore, hein, et après cette semaine de vacances, hein. Et c'était assez drôle. J'ai toujours des cas à raconter, c'est dingue, quoi. Euh, En fait, j'avais oublié que la semaine dernière, c'était la semaine de vacances. Et je me suis souvenu juste, quoi, peut-être 10 minutes avant les cours. Du coup, j'étais quand même connecté pour vérifier si quelqu'un posait une question. Voilà, si quelqu'un a été comme moi, quoi, qui avait oublié que c'était la semaine des vacances. Dernièrement, je bosse tellement tout le temps que on oublie qu'il y a des vacances. Et surtout qu'au Brésil, hein, on n'a pas des vacances, on va dire, universitaires ou étudiants, comme ça, au milieu du semestre, tout ça. Euh, une fois qu'on commence les cours, on va jusqu'à la fin de l'année, à l'exception de jours fériés nationaux ou encore des jours fériés tout court, quoi. Voilà, du coup, c'est une chose que je dois encore m'adapter. Je suis un peu bête, mais voilà. Euh, et comme d'habitude, je suis rentré d'abord pour dire un bonjour à ceux qui étaient déjà dans la salle, hein. Et tout d'un coup, mon Microsoft Teams, il a fermé, il a rouvert. Voilà, j'ai quitté la salle. C'était un peu bizarre. Et je ne sais pas si il s'est mis à jour. Il s'est mis à jour, mais apparemment oui, parce qu'il a quelque chose, quelques dessins un peu différents. Donc voilà. J'espère que, de toute façon, j'espère que ça va marcher l'enregistrement. J'espère qu'il est court, on va pas avoir de soucis. Voilà. Mais je m'excuse aussi pour ma figure fatiguée, hein. Et je peux plus, c'est dur, hein. Toute cette histoire de reconfinement et tout ça, c'est dur, c'est dur. Ça casse complètement le moral. C'est dur. Hmm. Euh, voilà. Donc, un peu de l'eau pour commencer. Mais de toute façon, vous allez voir que on va tous arriver à s'en sortir de cette situation critique. Il faut garder l'espoir, il faut garder la positivité, faut croire, quoi. Hein. Donc, voilà, on n'a pas d'autre solution de toute façon, hein. Pardon, j'ai avalé des travers. Bon, du coup, les derniers cours, en fait, nous avons fini une partie du premier chapitre de notre discussion concernant la connaissance de soi, où on avait traité la connaissance de soi euh, à partir d'une exploration, on va dire comme ça, hein, plutôt philosophique, concernant l'importance de se poser des questions, euh, concernant une première approche, pardon, euh, qu'on pourrait éventuellement faire euh, pour découvrir notre voie, pour découvrir peut-être ce que j'aimerais faire, ou encore pour se rendre compte qu'en fait, ce que j'aimerais faire, je ne veux pas pouvoir, mais par contre, je peux peut-être m'approcher, hein, euh, du milieu que j'aime, comme on avait discuté,
par exemple, j'aimerais être pilote je sais pas, de Formule 1. Hein, voilà. Mais j'ai pas des parents riches, par exemple. J'ai pas quelqu'un pour me pistonner. J'ai pas quelqu'un au milieu. Voilà, c'est pas possible. Mais par contre, rien n'empêche de essayer, pas comme pilote, mais essayer de m'approcher dans ces milieux à partir d'autres métiers. Hein. Du coup, comme ça, être proche de ceux qui vous aiment, hein, de ceux que vous aimez, pardon. C'est aussi une façon de, de vous faire tout bien dans votre métier, dans les métiers, dans la voie que vous avez choisie. D'où l'exploration de la puissance d'agir là, et encore la puissance de Spinoza et la puissance de Nietzsche, hein, qu'on a vu. Et la question de la liberté qu'on avait exploré par rapport à Sartre. Donc, voilà. Et à la fin de notre discussion, je vous ai dit que j'avais libéré en fait une fiche sur Eprel que vous pouvez éventuellement consulter. Et cette fiche avec des questions, c'était pour répondre, mais dans votre temps, en prenant votre temps. On va dire de remplir au sérieux. Hein, et comme je peux dire, et aussi d'une façon sincère, honnête, parce que c'est votre vie et votre voie professionnelle, hein, qui vont être impactées par rapport à cela. Hein. Du coup, la première partie, c'était consacrée à des questions plutôt philosophiques pour essayer de stimuler l'émergence des questions, on va dire comme ça. Bon, quels sont les genres de questions que je peux me poser, tout ça. Cette deuxième partie, on va dire, ce deuxième chapitre encore de la première partie, concerne encore l'idée de la connaissance de soi, mais on va aborder l'idée de la connaissance de soi avec un outil de gestion stratégique qui, j'imagine que vous connaissez déjà. Hein, mais on va détourner un peu cet outil pour pouvoir profiter de la puissance de cet outil. Et donc, c'est là que je veux commencer les cours, ces deuxième chapitre avec vous de notre cours, en parlant, donc, je vais partager mon écran, pardon. Voilà. Donc, toujours découverte de mon professionnel, hein, la discipline reste la même. Hein. Mais cette fois-ci, c'est le deuxième chapitre que j'aimerais aborder avec vous. Donc, ça parle des outils de gestion stratégique, de décision stratégique, hein, et son détournement, on va dire comme ça, hein, au modèle de développement personnel et professionnel. D'abord, pardon. Je suis partage toujours, oui. Bon, d'abord, il faut toujours commencer quelque part. Hein. Il faut se dire que même quand vous allez présenter quelque chose, il faut toujours commencer de quelque part. Et du coup, la meilleure chose de commencer, c'est de faire une introduction. La même chose, quand vous allez participer d'un entretien d'embauche, il va falloir vous présenter. Et du coup, vous présenter, c'est cette introduction
Et du coup, voilà, il faut réfléchir en procédé de conduction qui va fournir un peu les parcours général. Hein. Mais notre introduction concernant ce deuxième chapitre, donc, ça va plutôt vers les contenus que probablement vous avez déjà vus pendant les cours. D'accord? Donc, on va faire un rappel pour après pouvoir détourner cet outil qu'on va utiliser. Et on parle normalement d'une façon d'une façon un peu académique et tout ça, en disant outils de gestion et stratégique, outils de gestion et stratégique. Mais en fait, les outils de décision stratégique ou de gestion stratégique sont de façon de penser, sont des outils parce qu'ils sont déjà façonnés. Hein. C'est une façon particulière de penser, une façon particulière de regarder un tel problème, une telle situation. Hein. Et à partir de réponses qu'on peut avoir de cette façon de penser, on peut donc prendre une décision selon la situation. Donc, ce que je veux proposer, c'est ici nous prenons ces outils de gestion stratégique pour faire une évaluation de notre profil professionnel, ça veut dire de l'état des choses, de notre état professionnel là, et en plus, aussi utiliser les mêmes outils pour analyser les différents métiers et postes à pourvoir. Parce qu'en fait, on pense souvent que ah non, les outils de gestion stratégique, c'est trop beau dans la théorie et tout ça, mais quand je vais appliquer ça dans ma vie, du coup, là, c'est au moment de faire une sorte d'application d'un outil. Je vais juste vous montrer un outil. Je considère que c'est les plus simples, mais aussi les plus connus. Et lui, tout seul, probablement, ce n'est pas les plus efficaces, mais il permet d'avoir une vision globale de la situation et de prendre quelques décisions et de se rendre compte, en fait, c'est qu'il faut améliorer, c'est qu'il faut éviter, il sait qu'il faut investir. Et quand on parle d'investir dans des découverte de monde professionnel, on parle d'investir en soi-même. Ou encore, investir dans une carrière, parce que des fois, on parle, avec la technologie, vous savez, on parle souvent de l'histoire de « Ah non, mais dans quelques années, tel métier va disparaître ». Je pense que depuis, vous savez qu'au Brésil, les ordinateurs et tout ça, ils étaient popularisés, on va dire comme ça, les années 90, quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment cher et du coup, c'était pas tout le monde qui pouvait les acheter ou avoir dans la maison. Et du coup, au Brésil, on est côté suivant, par exemple, à partir des années 94, à peu près, qu'avec les ordinateurs, c'est fini les livres. Et du coup, il faut réfléchir comment on voit clairement que les livres continuent à exister. Hein. Et la force sociale et politique des livres, c'est une chose énorme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez déjà entendu parler, mais c'était un cas qui a été diffusé sur les médias et tout ça, les cas d'inceste, on va dire la discussion qu'il y a eu autour d'une déclaration qui a été publiée dans un livre d'un enseignant de Sciences Po et tout ça, voilà, qui a été publié, je pense que vous êtes au courant, mais tout cela a été publié dans les livres. Et du coup, on voit que les livres, ils ont encore une importance très grande. Ils ont encore une force politique, une force sociale énorme. Du coup, la technologie n'a pas éliminé les livres.
Hein. Au contraire, la technologie a créé une division entre ceux qui aiment les livres en papier, ceux qui n'aiment pas les livres en papier ou qui préfèrent les livres digitales. Voilà. Du coup, il faut savoir analyser tout ça et cet outil de gestion stratégique, c'est très intéressant. Là, du coup, on peut passer à... c'est drôle, c'est drôle. À cet outil que je veux utiliser pour faire ces genres d'analyse, c'est l'analyse SWOT, hein, au MOF, encore fond, encore il a, je sais pas, mais vous pouvez changer, faire plusieurs acronymes de euh, cet outil-là. Euh, et du coup, je vous pose des questions. Vous voyez qu'il y a pas mal de questions et je m'adresse directement à vous. Parce que j'ai besoin de savoir, hein, si... je pense que je peux faire ça. Voilà, je pense que ça c'est mieux. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous connaissez de cette, cet outil, de cette façon d'analyser les choses. Si vous avez déjà entendu parler, si vous connaissez, si vous savez que c'est, si vous avez déjà appliqué, si vous avez déjà utilisé, voilà. Donc, la première question que j'aimerais que vous répondez soit sur les chats, soit en ouvrant votre micro et tout ça, c'est donc, avez-vous déjà entendu parler de l'analyse ou de la matrice, soit oui ou non? Non, monsieur. Non, monsieur. Jamais. Si, moi j'ai déjà entendu. D'accord. Du coup, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler, qui ont participé là, mais aussi la grande majorité, non, ne connaît pas. Du coup, voilà, c'est pour ceux qui ont répondu, qui ont déjà entendu parler ou qui connaissent, hein, je demande, c'est un peu redondant. Et cette question, on peut effacer. Hein. On efface parce que c'est redondant. Je ne sais pas où j'avais la tête quand j'ai mis cette question. Hein. Mais voilà. Mais on passe à la troisième là. Ces personnes qui ont répondu, qui ont déjà entendu parler ou qui connaissent, hein, savez-vous à quoi sert l'analyse SWOT? Si vous cherchez sur les Google, Wikipédia et je sais pas quoi, c'est pas la peine, hein. Oui, voilà. Les deux réponses sont bonnes, hein, mais il manque des éléments encore. Mais les deux réponses sont bonnes, hein, et les deux réponses vont se compléter. C'est ça que c'est intéressant, hein. Et la question, maintenant, à ces gens qui ont répondu, hein, sauriez-vous faire une analyse SWOT si je vous demande? Ouais, ça, c'est une réponse honnête, je pense. Voilà, c'est effectivement, c'est une réponse honnête. Bon. Euh, parfait, parfait. Donc, euh, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà l'analyse SWOT.
C'est ont déjà entendu parler. Mais on va donc, en fonction des réponses qui ont été données, une grande quantité de gens ont dit non. On va passer encore, on va vous rappeler à ceux qui ont dit oui, hein, c'est que c'est l'analyse SWOT, comment on peut comprendre les éléments de l'analyse SWOT et comment on peut attaquer chacun de ces éléments dans la vision de l'entreprise. Mais après avoir compris cette vision de l'entreprise, comment on peut détourner cette vision pour, au lieu de l'entreprise, utiliser cet outil de gestion stratégique pour nous-mêmes. Hein? Parce que c'est ça les buts de ce deuxième chapitre. Hein? C'est de s'approprier de cet outil qui normalement sont les entreprises qui vont utiliser et pour nous-mêmes, à notre propre bénéfice, on va dire. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais en France et au Brésil, hein, on fait la division des entreprises et des personnes comme moi, comme vous, comme chacun d'entre vous, voilà, de façon légale, hein, en appelant une entreprise de personne morale. Je pense que vous avez déjà entendu parler qu'une entreprise, c'est une personne morale. Hein. Et donc, oui, oui. Oui, il y a personne physique, personne morale et l'entreprise. Oui, parfait. Je n'ai pas tout compris à la fin, parce qu'il y a des micros, je pense, qui étaient un peu loin. Mais c'est parfait. Du coup, il y a cette distinction entre la personne morale et la personne physique, qui c'est nous-mêmes. Par contre, il y a une chose en commun. Et c'est là où on devrait commencer à faire attention avec la propre langue. Hein. On peut dire que la langue, elle va, en même temps qu'elle va construire une culture, elle va aussi manifester une culture donnée. Parce que, par exemple, si on parle de féminisme, c'est un mot que, à quelques années, il n'existait pas. Oh, il n'existait presque pas, on ne parlait pas trop, voilà. Mais du coup, notre culture a commencé à changer et ces mots est devenu un mot beaucoup plus utilisé. Il commence à se, on va dire, à se fixer dans la langue. Et quand un tel mot se fixe dans la langue, ça veut dire que la culture les reconnaît. Vous voyez l'importance de la relation de langue-culture. Voilà. Du coup, l'important, c'est la relation qu'il y a. Hein. Du coup, si on pense que l'entreprise est une personne morale et nous, on est une personne physique, il y a quelque chose qui lie ces deux entités, on va dire comme ça. C'est exactement la personne. Hein. Du coup, les deux ont ces côtés de personnes. Si on peut penser comme ça. Vous voyez, la relation, elle est là, elle est mise. Du coup, pourquoi on ne peut pas utiliser un outil d'une entreprise pour nous-mêmes, en sachant qu'on est des personnes. Hein. Et c'est ça, je vous invite à faire ça sur toutes vos disciplines, sur toutes vos matières. Hein. Pensez que toutes les théories, toutes les choses que vous voyez, soit en droit, soit en comptabilité, soit en finance, voilà, gestion financière, les calculs mathématiques, voilà, tout cela qu'on peut appliquer à une entreprise, on peut aussi appliquer à nous-mêmes. Évidemment, quand on est dans une licence, on parlait beaucoup de cela, déjà avec un regard biaisé.
Vous voyez, on parlait toujours, non, c'est vers l'entreprise et tout ça. Mais oui, c'est vers l'entreprise, mais il faut prendre du recul pour se rendre compte qu'on peut aussi parler de tout ça vers nous-mêmes. Du coup, on va s'approprier de cet outil de gestion stratégique pour donc pouvoir améliorer notre profil professionnel, voire même améliorer notre CV, améliorer notre lettre de motivation et tout cela. Évidemment, en licence 3, vous allez voir une discipline qui s'appelle communication professionnelle. Et là, vous allez apprendre effectivement à travailler votre CV, votre lettre de motivation, à se préparer à l'entretien d'embauche, voilà. Mais pour l'instant, on va voir ce qui passe avant tout ça. Bon. On est là. Voilà, je pense que c'est bon. Du coup, oups, voilà. Qu'est-ce que c'est donc l'analyse ou la matrice SWOT qu'on parle tout le temps, Donc, je vais vous lire parce que ça sera plus facile et plus vite pour ceux qui connaissent aussi. Extrêmement répandu, la matrice SWOT est un outil d'analyse stratégique de l'entreprise qui permet d'obtenir une vision synthétique d'une situation. Par exemple, là où je suis dans les marchés. Quelle est ma position dans les marchés? Quels sont au meilleur, quel est les schémas que je peux peut-être investir? Du coup, voilà. Mais il faut bien avoir en tête que c'est une vision synthétique. Du coup, ça va vous fournir un aperçu général. Et après, ça va être à vous de décider où vous allez focaliser votre puissance d'agir, votre force. Voilà. Bon, l'intérêt général de cette matrice, donc, est de permettre de rassembler et de croiser les analyses internes et externes. C'était dit déjà par quelqu'un dans le chat. Je vais récupérer. Voilà, c'était Dorca. Je suis nul pour les prénoms, je suis désolé. On dit Dorcas. Dorcas, ah oui, d'accord. Parfait, merci. Ça, c'est une autre chose très difficile pour moi parce qu'on ne sait jamais si en français, des fois, on dit tous les lettres, des fois, on ne dit pas. Voilà, Paris, on dit Paris, on ne dit pas Paris. Vous voyez, donc c'est drôle. Mais voilà, on apprend au fur et à mesure. Bon, du coup, Dorcas, voilà, a dit que effectivement, c'est un outil qui va permettre de faire des analyses de l'environnement interne et externe. Voilà, ça veut dire de l'environnement micro et macro de l'entreprise. Voilà. Quand on parle d'interne et externe, on commence à voir déjà, en gros, c'est ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe hors l'entreprise. Si on commence à penser à nous-mêmes, interne, c'est ce qui se passe avec nous, et externe, c'est ce qui se passe à l'extérieur de nous. Voilà. Du coup, on commence déjà à faire quelques approches pour visualiser meilleur la relation qu'on peut établir. Du coup, voilà. Et cette analyse ou cette matrice sépare ce qui relève de l'environnement, des caractéristiques particulières de l'entreprise et surtout utilisée dans la phase de diagnostic préalable d'un projet. Donc, vous pouvez voir que avant de vous lancer dans un chemin, dans une voie, dans les marchés du travail, avant même d'établir votre voie, votre parcours,
c'est l'analyse SWOT qui peut vous aider. C'est vraiment facile. Vous allez voir, c'est ridicule de la faire. Ici, on trouve que vous n'allez pas dépenser d'argent. Ça, c'est très important, hein, surtout dans les moments de crise. Du coup, voilà. Et c'est très intéressant parce qu'on peut avoir une vision globale de notre situation ou encore de la situation de l'entreprise. Normalement, l'analyse ou la matrice SWOT, c'est un outil de gestion stratégique ou de décision stratégique, mais qui a été beaucoup utilisé et beaucoup exploré dans les départements de marketing de l'entreprise. Parce qu'on va voir que si elle va travailler avec les menaces, les opportunités, les forces et faiblesses, ça veut dire qu'elle est capable d'orienter l'entreprise vers un tel marché, vers un autre marché ou pas. Hein. Et du coup, forcément, le marketing est plutôt associé avec des gestions stratégiques, de vente de l'entreprise, qui est avec la notion de publicité. Ce sont deux choses différentes. Marketing, ce n'est pas la publicité. Mais celle-là, c'est une discussion pour le cours de marketing, pour notre cours. Voilà, pas pour celui-là. Mais c'est intéressant de comprendre que malgré les faits qu'elle soit beaucoup utilisée dans les départements de marketing, c'est un outil de gestion stratégique. Donc, l'analyse SWOT, c'est les termes, SWOT en fait, c'est l'acronyme de Strength, Weakness, Weaknesses, oui, Opportunities et Threats, qui peut être traduit en français par au moins 3 acronymes différents, mais si on cherche sur Google, vous allez trouver énormément d'acronymes. Voilà que je ne sais pas pourquoi vous faites ça, honnêtement, c'est la galère. Nous, au Brésil, soit on utilise SWOT, soit on utilise la traduction directe en portugais, qui, ça va être, je vous écris ici, FOFA. Voilà. Mais vous, je ne sais pas pourquoi vous faites pas mal de acronymes. Vous aimez bien compliquer la vie des autres. Voilà. Mais en gros, les plus courants sont ces deux-là, sont les deux premiers. Qui prend la traduction directe des choses. Par contre, elles vont juste inverser l'ordre des éléments. On voit que MOF, c'est menace, c'est menace, opportunité, force et faiblesse. Fond, c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Et par contre, à fond, ça change déjà les sens. Ce sont les atouts. C'est pas la même chose que force. Mais on va travailler ça. Bon. Du coup, si vous allez faire des recherches par vous-même, vous pouvez trouver du contenu en parlant de la même chose, en parlant d'analyse SWOT, mais avec ces 3 acronymes-là. Du coup, voilà. L'analyse SWOT est un outil d'analyse stratégique. On vient de parler ça depuis le début. Cet outil donc combine l'étude de forces et des faiblesses de l'organisation, d'un territoire, d'un secteur, par exemple, avec celle des atouts et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. Vous voyez, avec cela, on commence à séparer ce qui c'est de l'ordre interne, ce qui c'est de l'ordre externe. Bon, à ce titre, donc, l'analyse SWOT fait partie des outils qui contribuent à l'étude de la pertinence et de la cohérence d'une action future, à court ou à long terme, en général en circonscrit. Cela veut dire que
vous pouvez appliquer l'analyse SWOT n'importe quand, n'importe dans quelle situation. Hein. Si vous voulez penser une chose à l'instantané, si vous voulez prendre une décision à l'instantané, au court terme, vous pouvez effectivement réaliser l'analyse SWOT, et voilà. Mais aussi, si vous voulez visualiser une opportunité à long terme, ou encore une menace à long terme, ça va marcher aussi. Donc, voilà. Vous pouvez trouver aussi des points généraux, voilà, ou des points précis. Cela veut dire que si vous reconnaissez dans votre voie professionnelle que vous avez choisie, la majorité des gens ont une telle formation, ont une telle cours, hein, que vous n'avez pas, du coup, ça peut effectivement vous poser des problèmes. Du coup, pourquoi ne pas faire ces cours-là et être dans les milieux aussi et être, on va dire, à jour avec les marchés. Ça, par contre, vous avez pris une seule petite partie de l'analyse et vous avez investi de temps dans cette petite partie, voilà, circonscrite. Du coup, on voit que c'est un outil que vous pouvez utiliser n'importe quand, n'importe comment. Pas forcément n'importe comment, mais n'importe quel est votre objectif. Donc, voilà. En résumé, l'analyse SWOT résume, en résumé, elle résume les conclusions essentielles de l'analyse de l'environnement et de l'analyse de la capacité stratégique de l'organisation. Et si on change les mots de l'organisation, de sujet, ça veut dire de vous. Il faut comprendre une chose. Tout d'abord, quand on parle de capacité stratégique de l'organisation, c'est la capacité de prévoir, de anticiper des choses de l'avenir. Les entreprises font ça assez souvent. C'est vrai que des fois, les entreprises ne sont pas forcément très douées pour cela. Mais il faut, je vous assure que une entreprise qui cherche à embaucher quelqu'un, en plus de la question pratique, évidemment, de bien se débrouiller sur les tafs, voilà, elle cherche aussi quelqu'un qui a cette vision stratégique, qui est capable de suivre les marchés, mais suivre les marchés aussi avec cette même vision. Vous voyez ce que je veux dire? Les recruteurs, il va savoir distinguer. C'est ça que je veux dire. Les recruteurs, il va savoir distinguer les candidats qui ont cette vision stratégique aussi, qui ont une vision de marché, qui sont capables d'anticiper quelques tendances et en même temps qui ont déjà pris l'initiative de chercher en cours ou de travailler un peu plus dans un domaine très particulier mais nécessaire pour les boulots, pour cette poste en particulier. Voilà, c'est quelque chose très, très intéressant, très nécessaire, cette vision stratégique. Rien est au hasard. Rien est au hasard. Bon. Je pense que là, je veux augmenter l'écran parce qu'il a pas mal de texte. Du coup, ça va être plus simple. Bon. Dans les cadres, on est encore dans les premiers points. Dans les cadres de l'élaboration d'une décision, le but de l'approche est de faire en sorte que les décideurs prennent en compte
l'ensemble des facteurs internes et externes, de manière à maximiser les potentiels de force et des situations favorables et à minimiser les répercussions de faiblesse et de menaces. Hein? Voilà, je vais vous donner un exemple après, mais on finit juste ces diapos. Dans le cadre d'une évaluation, l'analyse SWOT sert généralement donc à l'évaluation préalable du programme d'action. Ça veut dire qu'avant d'agir, on réfléchit. Je sais que dans notre vie personnelle, c'est absolument dur de faire ça. Normalement, quand on s'engueule avec quelqu'un, c'est parce qu'on prend la tête avec quelqu'un, c'est exactement parce qu'on a dit quelque chose, ou la personne a dit quelque chose, en ayant la tête pas très bien placée. Quand on est calme dans une situation, on arrive à la contourner, on arrive à la rendre plus tranquille, à la rendre plus à l'aise, malgré les faits qu'elle puisse être contraignante aussi, malgré les faits qu'elle puisse être compliquée. Bon, vous voyez là que tout cela, en fait, c'est avant l'action. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre l'affaire Sarkozy, hein, mais c'est très intéressant. Hein, c'est très intéressant. Là, je ne prends pas parti, encore une fois, on parle de tout cela, mais on ne prend pas parti de la droite, on ne prend pas parti de la gauche, on essaie de, moi en tant que scientifique, j'essaie de regarder ça d'un point de vue assez neutre. C'est ça le but de faire des analyses. Surtout selon ma formation avec la sémiotique et tout ça. Mais vous voyez en fait, c'est que les avocats, même Dupond-Moretti, hein, je dis à tout le monde que moi, je n'aime pas Dupond-Moretti parce que c'est comme, on va dire, c'est un peu l'avocat des méchants. Hein. C'est un peu, je vais voir si j'arrive à arrêter les partages. Voilà. Je suis avec vous là. Hein. Du coup, Dupond-Moretti, moi, je n'aime pas trop, hein, parce que c'est comme si c'était l'avocat des méchants. Hein. Si vous voyez les cas qu'il a défendus et tout ça, sont qui en gros des méchants, hein, en gros. Mais par contre, je reconnais qu'il est mec, franchement, il est très bien dans ce qu'il fait. Il a une rhétorique fantastique, hein, et il s'y connaît, quoi. C'est quelqu'un d'une génialité dans son métier incroyable. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est quelqu'un il a une rhétorique parfaite, qui assume son boulot, assume son rôle. Il le fait avec perfection. Donc, dans l'affaire Sarkozy, je parle des avocats parce que les avocats, ils ont beaucoup de cela. Hein. Mais les avocats, on vient de voir que l'idée de la SWOT, c'est de maximiser les effets favorables ou positifs, hein, et minimiser les effets négatifs, défavorables, ce qui peut nous faire de préjudice. Donc, je rigole parce que ça me fait penser à l'affaire Balkany, hein, qui au bout du moment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais au bout du moment, Balkany, il parlait, il faisait des choses qui n'avaient aucun sens, hein, et même au bout du moment, Dupond-Moretti a dû intervenir en disant, écoutez, c'est moi l'avocat, c'est moi qui parle aux médias, à la presse.
Vous voyez? Parce qu'au bout du moment, Balkany parlait des choses, il disait des choses qui n'étaient pas forcément à sa faveur. Hein. Et du coup, il faisait exactement le contraire. Hein. Encore avec l'affaire Sarkozy, que c'est les plus récents. Hein. Les avocats, ils sont sortis hier de la cour, là. Ils n'ont pas donné d'interview. Ils ont parlé avec personne. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils avaient besoin de temps pour réfléchir. Hein. Quelques heures après, ils se sont mis d'accord. Ils tenaient les mêmes discours. Et ça, les discours qui étaient nés, c'était exactement la manque de preuves. Parce que exactement la manque de preuves, c'est un argument qui va minimiser les points négatifs, hein, et en essayant de créer une opportunité de défense. Vous voyez? Du coup, c'est très intéressant parce que les avocats font ça tout le temps. Hein. Mais sans forcément appliquer la matrice SWOT. Mais c'est une chose qui est déjà dans leur esprit. Hein. Bon. Ça va? Vous êtes toujours vivant là? Oui. Oui. Parfait. Nickel, nickel. Si vous avez quelque chose à dire, vous savez que vous pouvez tout à fait intervenir. Hein. N'hésitez pas. Bon. On revient donc au diapo. Hein. L'analyse SWOT avec cette notion qui doit être faite avant, avec cette notion qui doit être faite avant l'action, donc permet de formaliser l'idée de les points positifs et négatifs. Il y a identifié les facteurs de son environnement pouvant influer favorablement ou défavorablement sur le déroulement du programme d'action. Quand on parle de programme d'action, c'est par exemple, on peut parler de l'insertion de la marque McDonald's, par exemple, au Burger King, je ne sais pas, dans les marchés des Landes. Hein. Encore en Chine, voilà. Mais on peut aussi penser que programme d'action, mon programme d'action, c'est de réussir à trouver un poste dans une telle entreprise. C'est un programme d'action. Et du coup, pour arriver à trouver un poste dans une entreprise, dans une grande entreprise, dans une entreprise moyenne, dans une entreprise que je veux, en gros, dans l'entreprise que je veux, c'est aussi un programme d'action. Et en étant un programme d'action, on peut tout à fait appliquer dans l'analyse SWOT. Parce que dans ces cas de l'analyse SWOT, elle permet de réduire les incertitudes et d'affiner ou d'évaluer ainsi les stratégies envisagées. Vous voyez qu'on en a parlé, vous voyez que ça commence vraiment à lier les idées là. Parce que quand on a parlé de Sartre, on a parlé de la liberté qu'on avait. Cette liberté apportait avec elle la peur, l'angoisse de mauvaises décisions et aussi les incertitudes. Et on peut donc utiliser l'analyse SWOT pour réduire les incertitudes, affiner et évaluer notre stratégie. Vous voyez? Ah, c'est incroyable. Hein. Même moi, franchement, quand j'ai prévu les cours,
je n'ai pas pensé que ça allait se marier si bien. Mais franchement, je suis content, hein, je suis fier, je suis fier. Voilà. Bon, on passe au suivant. L'analyse SWOT elle est normalement utilisée dans les cadres de la création de nouvelles prestations, les lancements de nouveaux produits, la mise en place d'un plan d'action commercial, hein, ou simplement une réflexion sur des projets je ne sais pas dire ces mots, mais voilà, c'est trop compliqué. Vous allez comprendre, hein, c'est écrit de toute façon, s'il n'y a pas de faute. Du coup, des projets en potentiel. Hein, donc voilà. Cependant, nous pouvons explorer cet outil pour n'importe quelle prise de décision et pour n'importe quelle évaluation. C'est ça qu'on va essayer de faire. Mais pour utiliser cet outil pour cela, pour ce contexte, hein, il faut bien maîtriser les fonctionnements d'une telle analyse pour seulement après pouvoir faire une telle transposition. Si vous cherchez n'importe où, vous allez trouver que l'analyse SWOT, en fait, elle est toujours applicable au sein des entreprises, au sein du marché du travail, voilà. Mais vous allez trouver très peu d'informations de l'ordre pratique concernant l'utilisation de cette analyse, de cette matrice, pour le développement professionnel et personnel. Hein. Donc, pour réaliser cette transposition, hein, il faut avoir une très bonne compréhension de comment l'analyse SWOT fonctionne et il faut comprendre aussi d'abord, comme Dorcas avait bien marqué, qu'elle travaille avec l'axe interne et l'axe externe. Ça veut dire les micros, encore la macro-vision. La micro-vision et la macro-vision. Mais qu'est-ce que c'est ces putains de trucs internes et externes que l'analyse SWOT fait? Bon, on commence donc à visualiser l'axe interne. C'est toujours le plus facile, parce que l'axe interne, je veux agrandir mon écran, parce qu'il a pas mal de texte. Donc voilà. Oups, pardon. Donc, on voit bien que quand on parle de l'axe interne, c'est clair. On avait parlé de force et faiblesse. Fond, là. FF, AM. Avec cet acronyme fond, hein, on avait séparé l'axe interne de l'axe externe. Fond, les deux premiers F, la force et la faiblesse. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que c'est encore cet axe interne qu'on parle tout le temps et voilà. En gros, je vais faire un résumé de tout ce qu'il y a là. Hein. L'axe interne, c'est tout simplement ce que nous pouvons contrôler. C'est que nous avons les contrôles. C'est que nous pouvons changer. S'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas changer, ça appartient donc à l'axe externe de l'analyse SWOT. La Covid. Est-ce qu'on peut changer quelque chose par rapport à la Covid? Écoutez. Chacun d'entre nous, de façon individuelle, nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que moi je peux faire concernant la Covid? Est-ce que je peux développer un vaccin? Non, je n'ai pas l'information. Est-ce que je peux tabasser les gens qui font des agglomérations? Non plus.
Est-ce que je peux rester à la maison et essayer de ne pas être déprimé? Oui, ça oui, ça oui. Parce que ça dépend que de moi. Hein? Ah, mais sortir dans la rue, tabasser les gens, peut-être que vous pouvez aussi faire. Oui, mais ça dépend si l'autre est plus fort que moi ou non. Vous voyez, c'est aussi ça, hein. C'est pas si simple. Pardon. Donc, en gros, l'axe interne qui va jouer entre les forces et les faiblesses, il va parler exactement de ce que nous avons les contrôles. Tout ce qu'on peut changer, c'est notre axe interne. Par exemple, un tel poste, un tel métier demande une telle formation, une telle formation complémentaire. Hein. Est-ce que cette formation complémentaire qui est demandée est de l'ordre de l'axe interne ou de l'axe externe? Je vais laisser cette question pour l'instant ouverte. Et on va voir ces diapos. Hein. Et après avoir vu ces diapos, je reviens vers vous pour vous poser encore une fois cette question. D'accord? Donc voilà. Les diagnostics, l'analyse interne recense les caractéristiques actuelles et internes de l'objet d'étude. L'objet d'étude, ça veut dire que ça peut être soit une entreprise, soit un projet commercial, soit un projet n'importe quoi, soit notre voie professionnelle, c'est qu'on a envie, voilà, tout ça. C'est pour ça, objet d'étude. On s'intéressera dans l'axe interne aux éléments inhérents à l'entreprise ou à l'objet d'étude. À l'entreprise, si on parle bien évidemment de l'entreprise, ou encore si on parle bien évidemment de marché du travail, c'est notre objet d'étude. Si on parle encore de nos compétences, c'est l'objet d'étude. Voilà. Et donc, indépendant de l'environnement extérieur. Encore une fois, indépendant, parce que ça ne va pas impacter la possibilité de le faire ou pas. Évidemment, dans une situation de pandémie, ça change un peu tous les contextes. Parce que la pandémie, elle va aussi impliquer des contraintes qui sont plus fortes que nous et il va nous empêcher de réaliser des choses. Dans, à quelque sorte, hein, pas 100%, mais voilà. Dans l'axe interne, on oppose donc les forces et les faiblesses. Il s'agit de tout ce qu'il y a de positif et de négatif qui procure un avantage ou génère un handicap face à la concurrence. Quand on parle de face à la concurrence, encore une fois, on peut penser dans l'entreprise, les McDo, hein, ou Domec, comme vous préférez, et les Burger King sont des concurrents, hein, ils font une concurrence, et du coup, ça peut, voilà, qu'est-ce que un il y a de positif, qu'est-ce que l'autre il y a de négatif. Par exemple, ceux qui aiment bien Coca-Cola, hein, ne vont pas à Burger King, par exemple. Parce que Burger King, il n'y a pas de Coca-Cola, il y a juste Pepsi. Vous voyez?
Mais je sais pas. En fait, je me souviens pas si c'est les deux mecs qui a la Coca ou si c'est les Burger King qui a la Coca. Je me souviens plus. Ça fait tellement de temps que je suis pas allé. Oh. Mais voilà. Vous avez raison, monsieur, c'est McDo qui a Coca-Cola. Ah, parfait. Merci. Merci. Du coup, ça c'est un point négatif, un point positif. Voilà. Vous voyez, c'est une force, ça peut être une force ou une faiblesse. Et évidemment, pour ceux qui aiment bien la la Coca-Cola, hein. Je parlais de la Coca-Cola, pas de la cocaïne, hein. Euh, Là, le McDo, il va avoir un avantage concurrentiel par rapport au Burger King. Voilà. Et c'est intéressant parce que ce sont des détails que peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais les grandes enseignes, les grandes marques ont toujours un petit truc envers leur concurrence. C'est très intéressant. Et du coup, la Coca-Cola et la Pepsi ont aussi, on va dire, cette concurrence et une concurrence qui est attachée à d'autres marques, le McDonald's et les Burger King. Du coup, c'est très drôle ça. Bon, en gros, dans l'axe interne, du coup, il s'agit d'identifier où vous, ou votre produit, ou votre projet, êtes meilleur ou plus faible que vos concurrents. Dans les contextes de l'entreprise, les principales composantes de cette étude sont le RH, la production, les capacités financières, les savoir-faire de l'entreprise, etc. Dans les contextes de vous, cette phrase est bizarre, mais voilà, de vous-même, hein, de votre vie, de votre projet professionnel. Hein. Si on parle là de chercher un boulot et encore vous voyez que là, je suis désolé de changer un peu l'idée, mais c'est important d'ouvrir ces parenthèses. Vous voyez que là, on a évolué. Avant, on parlait de je ne sais pas ma voix, je ne connais pas ma voix, je ne sais pas ce que je veux faire. D'où les questions, voilà. Là, on commence à entrer dans l'idée de je connais mon projet, je connais ma voix, je connais ce que je veux. Mais comment je peux me projeter dans ces marchés, comment je peux me insérer dans ces marchés et comment je peux accéder à un éventuel poste. Vous voyez, on a changé Ah, vous avez une expression pour ça. De registre. Voilà. On a changé de registre là. Et c'est un peu comme les pas les pas. C'est pas les pas, mais c'est un peu l'expérience de chacun d'entre nous. On ne sait pas ce qu'on veut. Après quelques questions, on commence à nous découvrir. Et après avoir découvert notre voie, c'est le moment de foncer un peu là-dedans. Et du coup, comment je peux foncer dans ces métiers? Comment je peux attaquer ces métiers? Comment je peux arriver à atteindre mes objectifs? Vous voyez? Et du coup, l'analyse SWOT, c'est dans ces moments, elle va aider dans ces deuxièmes pas hein, que vous allez faire. Bon. Oh là là, ma gorge. Je parle beaucoup, quoi. Oh. Bon. Du coup, c'est ça. Quand on parle de identifier, identifier où vous êtes, meilleur ou plus faible que vos concurrents, vous voyez, quelles sont les formations demandées des entreprises, qu'est-ce que j'ai comme telle formation, qu'est-ce que je n'ai pas. Voilà, vous voyez, c'est très intéressant. C'est vraiment une première approche pour arriver à comprendre votre statut actuel. Si vous êtes vraiment
en cours de, on va dire, de s'imposer en tant que vrai concurrent, ou si vous êtes juste un numéro, hein, quelqu'un de plus. Vous voyez? Bon, on a vu que l'axe interne, ça va jouer entre les forces et les faiblesses, ça va traiter de ça. Ça va donc traiter de l'idée d'identifier qu'est-ce que vous avez de meilleur ou de pire vers la concurrence. Hein? Et donc, quand on parle des forces, qu'est-ce qui sont ces forces? Hein? Ce sont les points positifs internes à l'entreprise et à vous-même maintenant. Attends, je vais corriger un truc. Parce qu'il y avait Doki. Pardon, je pense. Voilà, il y avait Doki. On revient. Donc, les forces sont les points positifs internes à l'entreprise ou à vous-même qui ont un impact positif et lui procurent un avantage durable. Sur les ressources possédées et aux compétences détenues conférant un avantage concurrentiel. On a parlé tout à l'heure de ressources possédées. On peut penser par exemple pas forcément au niveau de l'argent. Quand on parle des ressources, ça vient, je ne sais pas si c'est juste ma tête qui est un peu bizarre, ou si la vôtre est aussi bizarre que la mienne, mais toujours quand j'entends les mots ressources, je pense en argent. Hein? Mais et toujours quand je pense de cette façon, je dois me freiner parce que non, là, on ne parle pas d'argent forcément, mais on parle de choses concrètes. Hein? Ressources possédées. Ça veut dire que ce sont des choses évidemment liées à l'argent, mais pas forcément. C'est les cas. Hein. Le genre Coca-Cola, le McDo, il a les droits, on avait discuté tout à l'heure, hein, le McDo, il a les droits de vendre de la Coca-Cola. Et les Burger King, il n'y a pas. Ça, c'est une ressource. Et évidemment, pour ceux qui aiment la Coca-Cola, ça c'est important. Pour ceux qui préfèrent le Pepsi, ils vont chercher Burger King. Je parle de ces deux exemples parce que c'est les plus flagrants, on va dire. Et, il y a encore un autre détail. On peut penser au niveau des banques. Hein. Ça, je trouve, en France, peut-être que ça marche différemment. Mais vous pouvez voir que en France, je parle en France, mais je parle de ce que je connais meilleur, que c'est Limoges, hein, c'est pas la France. Mais voilà, vous pouvez peut-être me dire, hein, pas forcément aujourd'hui, parce que peut-être que vous n'avez pas remarqué ça, mais la semaine prochaine, les banques. Les banques ont une façon très intéressante de se montrer dans la société. Voilà. Les ressources possédées par la banque, on peut penser que c'est aussi les plusieurs fonds d'investissement, les options d'investissement qu'elles nous offrent, voilà. Mais nous, les êtres humains, on a besoin de l'argent. On a besoin de garder, d'avoir un compte en banque. Hein? Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de compte en banque. Hein?
Par contre, ce que c'est intéressant de voir, c'est que les banques sont comme des sectes. Hein? Pardon, c'était le stylo qui a tombé. C'est comme une sorte de secte. Je dis que c'est une sorte de secte parce que c'est un peu bizarre leur comportement. Par exemple, il est en quartier X, peu importe les quartiers, hein, ou l'arrondissement, peu importe. Mais il suffit d'avoir une première banque qui s'installe, je ne sais pas, les crédits agricoles, hein, je ne sais pas, j'essaie de... Les crédits, par exemple, il a les crédits agricoles que s'installent dans ces quartiers, et vous pouvez remarquer que après un certain temps, il a d'autres banques qui viennent s'installer aussi. Parce que l'affaire des banques, en fait, ça marche. Aujourd'hui, ça marche beaucoup sur Internet. Hein. Mais toujours quand on a un pépin, quand on a un problème, on a besoin de parler à notre conseiller. Hein. Du coup, c'est évidemment, on va choisir, on va essayer de choisir la banque qui est plus proche de notre maison. Parce que si on a un problème, c'est toujours plus facile de régler le problème parce que c'est plus proche. Voilà. Soit de notre maison, soit de notre boulot. C'est que c'est les plus faciles au niveau de transport, de déplacement. Voilà. Bon. Et du coup, c'est intéressant parce que les points, hein, les points, locales, ou les locaux, si vous préférez, en pluriel, ça devient aussi de ressources. De ressources possédées, parce que c'est exactement l'emplacement de la banque, d'une telle agence, voilà, d'une telle banque, qui va faire qu'elle ait plus de clients ou moins de clients. C'est pour ça que dès qu'arrive une nouvelle banque dans un quartier, il y a d'autres qui viennent s'installer. Ça fait partie des ressources possédées, parce que les ressources possédées, si on s'installe proche, on va partager les clients. C'est cette idée. Je sais pas, je veux chercher, il y a un film documentaire sur McDonald's sur Netflix. Qui c'est, je me souviens plus les noms. Non mais je trouve pas. Mais qui parle exactement de l'histoire de McDonald's et tout ça. Et en gros, McDonald's s'est rendu compte que leur grande affaire, c'était pas la restauration, mais les marchés immobiliers. Parce que où ils sont installés, les franchises, par exemple, c'est une affaire de marché immobilier. Parce que McDonald's il va acheter les terrains et il va vendre la possibilité de quelqu'un il va vendre la possibilité de quelqu'un ouvrir une McDonald's là-bas. C'est comme ça que ça va marcher les franchises. Hein? C'est très intéressant. Si je trouve le nom de film, c'est très intéressant. C'est un peu vieux déjà, mais c'est très intéressant. Si je trouve, je vais vous envoyer après.
Et voilà. Du coup, c'est ça. Les ressources possédées, c'est pas forcément l'idée de l'argent, hein, l'argent liquide. Mais voilà. Quand on demande dans un poste une voiture, hein, avoir une voiture en moyen de déplacement selon les postes, selon les métiers envisagés, c'est aussi un avantage. Euh, Encore, juste la compétence de conduire, ça veut dire avoir les permis de conduire. Vous pouvez conduire n'importe comment, hein, mais juste avoir les permis, ça peut assurer déjà une différence concurrentielle vers les autres. Évidemment, ça s'ajoute. Est-ce que ça s'ajoute tout le temps comme ça? Non. Mais évidemment, selon les postes envisagés, selon les métiers envisagés, avoir une voiture, avoir un permis, ça va vous permettre de créer un avantage. Si vous voulez travailler avec des publicités, avec probablement avec en tant qu'agent commercial, voilà, quelque chose comme ça qu'il faut aller d'un endroit à l'autre, les minimums nécessaires, ça va être les permis. Soit l'entreprise va fournir une voiture, soit, je sais pas, vous allez devoir de louer une, je sais pas, mais voilà, les minimums, ça va être une voiture. Pardon, les permis. Si vous avez les permis plus la voiture, c'est encore meilleur. Hein, parce que comme ça, l'entreprise va payer les frais de kilométrage que vous allez rouler. Voilà, toutes ces histoires. Mais donc, vous voyez qu'en fait, les ressources, les forces là qu'on parle, les forces qu'on parle, en tant que ressources possédées, la voiture, par exemple, c'est une ressource que peut faire jouer un rôle intéressant, une voiture, ou encore peut-être une moto, voilà, les trucs de pouvoir se déplacer. Hein. Voilà, ça c'est très intéressant. Là, on parle aussi d'une capacité, les forces elles peuvent être une capacité individuelle ou collective, hein, une compétence distinctive, hein, un savoir que vous avez que très peu de personnes ont, une formation spécifique. Hein. Tout cela, c'est une force, c'est nos compétences à vous-même et qui vous avez acquis au fur et à mesure avec des expériences professionnelles, hein, sont des forces aussi. On a dit que les forces ont un rapport donc avec une capacité, une compétence distinctive, un pouvoir qui procure un avantage différentiel. Les pouvoirs qu'on parle, c'est un pouvoir modalisant. Ça veut dire que c'est un pouvoir, c'est quelque chose qui permet de faire. Et évidemment, vous ne pouvez pas être chirurgien si vous n'êtes pas médecin. Hein? Du coup, la formation de médecine va permettre de réaliser une telle chose, un tel métier. Vous voyez, ça c'est un exemple flagrant, un peu bête, un peu naïf, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de que les forces, ça peut tourner dans les deux sens, dans les sens de la matière, mais aussi dans les sens de le savoir. Donc les forces permettent de prendre conscience des qualités intrinsèques. Voilà. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Dans l'analyse SWOT, on a l'axe interne, qui c'est ce que nous pouvons contrôler. L'axe interne, donc, il est composé de forces et de faiblesses. Et les forces,
sont tous les éléments entre les ressources possédées et compétences détenues qui vont me permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Ces deux éléments ensemble sont donc des qualités que vous avez. Évidemment, des qualités que vous avez par rapport à la concurrence. Voilà. Par contre, si vous cherchez un emploi en, je sais pas, allez, on va dire en tant que comptable, hein, mais vous aviez une formation en musique, dans un conservatoire et tout ça, et je suis désolé, mais là, ça va pas. Vous voyez, ce qui est, c'est un autre marché, et avant de faire cela, avant d'investir dans les parcours, il fallait remarquer que les marchés, ils demandent une chose, ils demandent une compétence que vous n'avez pas. Et ne pas avoir une telle compétence qui est demandée pour les marchés représente donc une faiblesse. C'est ce que vos concurrents, ils ont, mais que vous n'avez pas. C'est basique. Hein. Simple, basique, comme dirait Orelsan. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, voilà, quelque chose à dire? Ah, j'ai dit que j'allais poser une question, mais j'ai oublié la question. Bon, ah putain, je m'en vais là. Parce que j'ai oublié la. J'ai dit que je voulais poser une question, je ne me souviens pas de tout. Quelle était la question? Ah ben, tant pis, hein. Tant pis. Bon. Bonjour, peut-être que je vais me rappeler. Donc, si vous n'avez pas de questions, pas de commentaires, je vous laisse. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite donc une bonne après-midi et une bonne semaine. Hein. Et je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci, vous aussi, monsieur. Au revoir. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.